Mesdames et messieurs, monsieur le maire de Montignac, monsieur le président du conseil général, cher Bernard Cazot, monsieur le président du conseil régional, Alain Rousset, cher Germinal, monsieur le député, monsieur le conseiller général, mesdames et messieurs les élus, monsieur le préfet, monsieur Yves Coppens, président du conseil scientifique. Je suis extrêmement heureuse d'être ici avec vous pour cet acte de naissance de l'ASCO 4. C'est un beau baptême avec les collectivités territoriales partenaires, l'État, le fleuron de la recherche scientifique, avec tous ceux qui œuvrent pour l'ASCO, qui aiment l'ASCO et qui se battent pour que l'ASCO vive, continue à vivre au cœur de chacun d'entre nous, chacun d'entre vous ici en Périgord, mais aussi au cœur de chacun des Français. C'est une belle étape parce que c'est une étape qui s'inscrit dans une histoire. Et l'ASCO, c'est une histoire très forte et au cœur de l'histoire de France. Si l'ASCO suscite tant de fascination, c'est pour la beauté extraordinaire de ces œuvres, de ces artistes d'il y a 20 000 ans. C'est aussi parce que finalement, ce que l'on y voit, c'est quelque chose qui est au cœur de chacun d'entre nous, qui est une part de nous-mêmes, tout à coup projetée sur une paroi qui nous fait faire un bond de 20 000 ans en arrière. Et on se dit que le geste de ceux qui ont fait ces peintures ou ces gravures, c'est le même geste que celui des artistes artisans des ateliers de Montignac que nous avons visités tout à l'heure. On est au cœur de l'humanité, dans ce qu'elle exprime aussi, de besoins de spiritualité, de besoins d'émotion et de besoins de partage. Parce que ce qui est bouleversant aussi, et c'est ce dont j'ai pu me rendre compte ce matin avec Yves Coppens et avec Muriel Mauriac, la conservatrice, ce qui est bouleversant, c'est que ces œuvres, elles sont aussi un dialogue avec nous, avec les siècles. Elles ont été créées, inscrites pour durer. Et elles ont duré. Elles ont duré par l'effet d'heureux hasard d'une providence dont nous nous félicitons, évidemment. L'histoire a rebondi pour l'ASCO en 1940, à l'heure où la France connaissait des heures noires, des heures très sombres. Ces 4 adolescents auxquels je veux rendre hommage, moi aussi, les 4 inventeurs de la grotte, ont tout à coup, évidemment, ouvert ce pays, alors dans l'obscurité, sur un monde de lumière, et y compris au cœur de la Terre. Et puis, après la guerre, la grotte a été ouverte au public avec un afflux massif, une popularité immense. Cette popularité, c'est parce que cette grotte, effectivement, touchait chacun dans son humanité la plus profonde. Mais il a fallu, et André Malraux, là aussi, a eu une prescience, un volontarisme que l'on doit saluer aujourd'hui. Il a fallu protéger la grotte des atteintes, sinon inexorables, que lui aurait porté la fréquentation excessive, la fréquentation touristique et donc la contamination de l'écosystème. Cette décision, elle a sans doute été difficile à prendre pour lui et difficile à vivre ici dans la région. Mais ça a été une décision bénéfique, une décision de long terme, une décision de protection du patrimoine. Et nous avons aujourd'hui la responsabilité de poursuivre ce travail de conservation et de protection. C'est la mission du ministère de la Culture, la mission première du ministère de la Culture. C'est cette conservation du patrimoine national. Mais c'est aussi la diffusion, l'ouverture du patrimoine, des richesses de l'humanité pour chacun d'entre nous, pour chacun de nos concitoyens. La mise à disposition de ces merveilles pour tous les Français. Et Yves Coppens a une très belle formule, il dit « Tout le monde a droit à tout le savoir du monde. Tout le monde a droit à toute la culture du monde. » Alors nous sommes dans cette tension, dans ce qui n'est pas une contradiction, entre la nécessité impérieuse de protéger la grotte originelle et le besoin absolument fondamental de faire partager et de faire connaître ces merveilles du Paléolithique à l'ensemble du public. Et c'est
la solution qui a été trouvée en 1983 avec l'ASCO 2 d'ouvrir un espace de restitution, de reconstitution, un espace pédagogique aussi qui a connu et qui connaît encore un grand succès. C'est aujourd'hui, avec la détermination du président Bernard Cazeau, que je veux saluer ce projet de l'ASCO 3 qui circule et qui finalement fait se transporter nos amis du Paléolithique un peu partout dans le monde et qui porte aussi une image, un rayonnement de la France et de son patrimoine partout dans le monde. Et c'est maintenant l'ASCO 4. L'ASCO 4, un très beau projet. Un beau projet que nous allons réaliser ensemble. Un beau projet architectural aussi. Bravo au cabinet Snoeta. Mais un beau projet de médiation, de transmission, de partage autour d'une vision qui n'est en rien un recul ou un déni de l'exigence scientifique. Bien au contraire, populariser, ouvrir, démocratiser, c'est démocratiser ce qu'il y a de meilleur dans la recherche et dans le savoir. Et je veux aussi, moi aussi, saluer les professeurs Clotte et Jeunesse qui sont ici avec nous. Démocratiser, il fallait pour cela pouvoir utiliser ensemble, dans un même mouvement, les ressources du XXIe siècle, celles du numérique, cher Alain, et donc les possibilités infinies de protection de la grotte originelle et en même temps de reconstitution à l'identique qu'offre le numérique, qu'offre le laser par exemple, les joindre avec l'expertise, le savoir-faire tout à fait stupéfiant, extraordinaire de nos artistes artisans des ateliers qui savent justement conjuguer la plus haute technologie, la technologie de pointe, avec le geste ancestral des artistes du Paléolithique. Et c'est ça qui va faire tout le caractère exceptionnel de l'ASCO 4. C'est évidemment une immense fierté, parce que c'est respecter le passé et se tourner vers l'avenir. C'est faire ce lien entre les gestes traditionnels, les gestes des artistes et la technologie numérique. C'est aussi un enjeu fondamental de souveraineté. Parce que, outre la participation financière et le tour de table financier, il y a aussi pour l'État la mise à disposition des données numériques captées dans la grotte et qui sont des données publiques. Ce sont des données qui doivent rester des données d'État. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y aurait des grandes entreprises américaines, suivez mon regard, qui seraient extrêmement intéressées par la numérisation de notre patrimoine et ensuite par l'utilisation de cette privatisation des données ainsi récoltées. Mais nous avons fait le choix de garder, de conserver publiques ces données, de les conserver parce qu'elles font partie du patrimoine national et qu'en quelque sorte, elles sont finalement une image de la grotte elle-même. Et l'État les met à disposition du Conseil général pour justement travailler sur l'espace de reconstitution de l'ASCO 4. C'est donc un projet exemplaire, aussi bien du point de vue scientifique, du point de vue de la transmission, que du point de vue justement de la modernité de l'utilisation de ces données. C'est un projet qui va nous permettre de répondre aussi à une exigence, une interpellation qui est effectivement, qui date d'il y a un certain temps par les services de l'État, les services de la DRAC, qui font un travail remarquable, qui concerne la sanctuarisation de la colline elle-même. Parce que, évidemment, la grotte est fragilisée par le flux des voitures et donc des gaz d'échappement qui perturbent, qui peuvent malgré tout s'immiscer dans la grotte et perturber l'écosystème. Et donc, l'investissement dans l'ASCO 4 va nous permettre avec aussi un investissement routier, monsieur le préfet, pour contourner la route actuelle, va nous permettre, tout en préservant un avenir et une utilisation pour l'ASCO 2, eh bien, de sanctuariser, de ne plus avoir de flux de véhicules polluants sur la colline. Donc là encore, c'est une exigence scientifique qui se trouve une heureuse issue à travers un vrai projet de développement touristique et économique autour du site de l'ASCO. Enfin, il y a bien sûr les inquiétudes qui se sont exprimées, qui continuent parfois de s'exprimer sur l'état de conservation de la grotte originelle. Comme si, finalement, certains semblaient regretter qu'un jour cette grotte ait été inventée. Mais non, au contraire, quel bonheur de pouvoir
bénéficier, jouir de ce patrimoine exceptionnel et de savoir qu'il existe. Et pour ce faire, avec le professeur Coppens, avec Muriel Mauriac, la conservatrice, voilà, j'ai voulu me rendre compte de l'état de ce qui avait été en 2001 considéré comme une menace microbiologique. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on constate que dans la salle des taureaux, dans le diverticule axial, la contamination est quasiment inexistante, extrêmement faible, que les taches qui étaient apparues dans le passage, dans l'abside, dans la nef en 2006, ne connaissent plus d'expansion et qu'elles ne concernent que 1% des peintures. Et que donc, voilà, l'état de conservation de la grotte est tout à fait remarquable, tout à fait exceptionnel. Et nous avons la chance aussi, je veux la remercier, d'avoir une conservatrice tout à fait remarquable qui se dévoue corps et âme, parfois au détriment de sa propre santé, pour la préservation de cette grotte de Lascaux et pour la transmission de ces merveilles au plus grand nombre. Merci à tous de votre présence nombreuse qui traduit, je crois, l'amour, la fascination, le mystère qui émane de cette grotte. Nous allons, avec Lascaux 4, avoir un formidable outil au service de la démocratisation, de l'accès au savoir, au service des jeunes générations, au service aussi de la conservation de la grotte originelle et ainsi un instrument de partage de ce qu'il y a de plus beau au cœur de l'humanité, cette capacité à exprimer une émotion, à la transmettre au-delà des ravages du temps. Merci.